Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors ce coup-ci, je suis pas avec Yo, je suis avec Didier, un nouvel invité qui va nous exposer une théorie qui est plutôt sympa. Salut Didier. Salut, bonjour tout le monde. Bonjour. Donc voilà, donc là on se trouve dans la vallée du Paillon, on va dire, pas très loin. On est remonté ici parce que dans un premier temps, Didier va nous raconter des observations d'OVNI qu'il y a eu dans le coin. Alors je vous montre un peu le secteur. Parce qu'en fait, autour de Lucéram, et dans la vallée du Paillon, il se passe des choses plutôt étranges. N'est-ce pas Didier? De temps en temps. De temps en temps, ouais, c'est vrai. Donc voilà, donc on va vous raconter tout ça. En ce qui concerne la théorie que Didier va nous présenter, elle est assez compliquée. Donc moi j'ai pris des notes sur l'iPad, j'ai pris des questions dessus. Et Didier va essayer de nous expliquer ça le plus simplement possible sans rentrer dans des... pour que tout le monde puisse comprendre. On va essayer, mais ça va pas être une chose évidente. Mais on va y arriver, ça va le faire. Hein. Ouais, on va faire de notre mieux. C'est clair. Bah c'est cool. Allez, on va un peu regarder le coin et Didier va nous expliquer les observations d'OVNI qu'il y a eu par ici. Allez. Donc Didier, ici tu connais des histoires d'OVNI. Il y a eu des apparitions, des observations un peu bizarres qui sont peut-être pas connues de beaucoup de monde. Du moins, chez les locaux, oui, apparemment, on le sait. C'est des histoires qui sont un peu... on va dire communes comme ici. toutes les apparitions, ça ne doit pas être connu de beaucoup de monde. Ouais. Parce qu'en général, on n'est pas pressé de passer pour un imbécile. Du coup, ici, il y en a eu plusieurs. Alors, c'est pas un spot à OVNI, hein, c'est pas ça. Ouais. Mais sur les 40 dernières années, comme je m'intéressais un peu à ça, j'ai eu l'occasion de parler avec des gens qui ont vu des choses qui pourraient être classées aujourd'hui dans OVNI, hein, sans aucun problème. Et en l'occurrence, dans ces quelques témoignages, il y en a 5 ou 6, j'ai eu donc personnellement l'occasion d'assister à 2, 3 même en particulier, et dont un qui s'est passé à la Pique, à la Plonde, où on est. Ouais, donc voilà. Donc en fait, nous, là, comme je vous ai dit, on est en gros, c'est vers l'Escarène, au-dessus. Et donc, ça serait... Voilà. À la verticale. À la verticale. Alors pour vous situer un peu, là-bas, on voit vers les Alpes. L'Escarène, c'est en dessous là, hop, en bas. Plus loin là-bas, on a Lucéram. Lucéram, où on a eu, nous, au-dessus au col Saint-Roch, on a eu on a filmé ce qu'on pense être un OVNI aussi, avec la caméra thermique. Donc voilà, et puis après, il y a plusieurs histoires aussi ici, on vous dira après. Il y a des trucs quand même un peu bizarres qui se passent dans le coin. Donc toi, tu dis l'OVNI, là, ça s'est souvent vu, donc c'était là-haut. Voilà, en fait, c'est une histoire plutôt, qui est pas toute fraîche. Ça remonte quand même à 15-20 ans, quand mes enfants ils étaient encore au collège et au lycée. Ça se passait donc l'été, si je me souviens bien, c'était fin juillet, début août, c'était par là, bon, je jurerai pas, mais c'était en plein été. Et moi, je rentrais du boulot le soir en moto, donc l'été, j'arrivais pas avant 10 heures chez moi, et comme ça se fait encore, tout au moins à cette époque-là dans les villages, les gens sont dans la rue le soir l'été. Et il se trouve que, comme tous les soirs, les gosses jouaient, les adultes discutaient entre eux, et on était dans un groupe, on était facilement une vingtaine de personnes, et tout le monde y a assisté. Cette lumière qui est venue se positionner, c'est-à-dire que vraiment, c'était pas conventionnel, hein, c'est pas quelque chose... tout le monde a eu le temps de voir, d'en discuter, de le filmer, de le photographier. Donc à une époque, je crois que c'était le premier iPad qui sortait, donc il faut regarder quand est-ce qu'il est sorti. Ça, je crois que c'était ça, parce qu'il y en avait un du groupe qui avait ça. Ça devait être début 2010 ou en tout cas peut-être avant même, hein. Je sais plus, franchement. Il venait de l'acheter, donc c'était... donc voilà, si on peut, ça pourra à peu près ça fait montrer un petit repère. peu dans le temps, quel repère. Et en l'occurrence, donc... on se met un peu au soleil. Allez, ok. Ça caille un peu. Il va faire meilleur. Hop là, voilà. Et donc, au moins à 4 reprises, on a vu ça. Et il se trouve qu'en discutant,
d'autres groupes du village l'ont vu aussi. Donc Ok. finalement, on y était beaucoup plus. Ouais, c'est marrant. Hein. Donc là, déjà, sur le fait que ce soit passé, ça devient indiscutable. Quoique le délire collectif, moi, j'y crois pas. Ouais, non, tout ce qui est hallucination collective, ça marche pas. Ça. Non. Travailler une bonne partie de ma vie en psychiatrie, ça, c'est des trucs qu'on ne peut pas croire. On traite tout le monde de débile. Ça n'existe pas. Mais bon, en l'occurrence, attention, je ne parle pas d'une rencontre du troisième type, mais vraiment du premier type. Un objet lumineux qui se déplaçait. On l'a rarement vu se déplacer. Il était plutôt là d'un coup, en règle générale. Ou alors, une fois, sur ces quelques fois où on l'a vu, il glissait doucement, mais vraiment pas un gros déplacement. Et après, il restait figé. C'est souvent comme ça, les observations. Hein. C'est la dame que je t'ai dit que j'ai interviewée hier, pareil, elle a vu 2 ovnis, et c'est pareil, elle me disait c'était fixe, et par moments, elle a l'impression que ça glissait tout doucement. C'est vraiment le mot qu'elle employait aussi. C'est marrant. C'est vrai que ça a un côté classique, même si apparemment dans d'autres témoignages que j'ai entendus, où je n'ai pas assisté, il y avait des descentes en feuilles mortes, il y avait d'autres. Mais bon, qu'en l'occurrence, là, sur celui-là, et sur chaque reprise, il n'y a pas une grande notion de déplacement, mais il y a plutôt une notion de... Donc c'était très orange, c'est un petit peu comme brumeux autour. Et cette lumière, des fois, elle était plus ou moins forte, elle rayonnait, c'est comme si ça respirait, elle pulsait un peu, quoi. Une espèce de pulsation, c'est ça. Ouais, et en l'occurrence, c'était, des fois, ça a pu rester plus d'1 heure. Hein. Ah, des fois, ça restait super longtemps. C'est ça, c'est-à-dire que je me rappelle, donc moi j'habitais juste à Laplon, d'où le groupe était réuni le soir. Où on regardait jusqu'au moment où tout le monde ne regardait plus parce que le truc était toujours là. Une fois donc en particulier, je suis rentré chez moi, je me suis mis à le re-regarder par la fenêtre. Ah ouais, donc c'était là, et ouais, c'est marrant. Hein. Voilà. Est-ce que tu avais une sensation de te faire observer ? Au niveau des sensations, non, je n'ai pas eu grand-chose. Par contre, nous, on l'observait. Ouais. C'est-à-dire que tu as l'occasion de te poser de ces questions. Et en l'occurrence, comme tu es un groupe, tu échanges les avis qui répond et puis qui te donne sa façon de voir. Quoique, à l'unanimité, tout le monde comprenait que c'était quelque chose de pas conventionnel. Et bon, personne ne s'est permis d'aller trop loin, mais... tout le monde était d'accord sur le fait que c'était pas normal. On ne connaît pas, on ne sait pas ce que c'était ce truc. Ouais. Et à part la fois où il est resté assez longtemps, à un moment donné... C'est parti. Je ne sais pas si c'est parti, ça disparaît. Ouais, c'était pas là. Est-ce qu'il est toujours là? On pourrait le penser. Il peut être là, il s'éteint, carrément. Et tu vois plus que dalle. Hein. Ouais. C'est-à-dire que le ciel, il est vide. C'est-à-dire que même si c'est clair... si ça s'éteint, tu peux imaginer que parfois dans la nuit, tu vois quand même, tu peux deviner là que dalle. Bon, pour autant, difficile à dire quelle hauteur il pouvait avoir, ou enfin à quelle hauteur il se trouvait. Et donc en l'occurrence, la taille, pareil, car on ne peut pas avoir la hauteur, on ne peut pas avoir la taille en général. Dès que c'est en l'air, c'est hyper compliqué. C'est ça, alors ça donnait l'idée que c'était pas très haut. Donc là, on est en haut de la montagne, donc déjà, tu as facilement 300 mètres, mais facilement, on pourrait dire peut-être à 1 millier de mètres. Mais bon, rien n'est certain. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. C'est marrant parce que ça me fait vraiment penser, alors ça ressemble beaucoup au témoignage que la dame m'a fait hier, et ça me fait penser aussi beaucoup au témoignage de Cocos qu'on a eu, peut-être tu l'as vu sur l'épisode du col de Vence qu'on a fait. Oui. Tu as l'idée de cette... Lui, il appelle ça un mini-soleil, un petit soleil, mais c'est pareil, boule orange de visu. Après, quand il a regardé aux jumelles, là, il a bien vu un truc... Il avait du matériel pour regarder. Il avait les jumelles, c'est ça. Mais de visu, il ne voyait pas qu'il y avait 2 boules, enfin même 3 boules. Hein. Pour lui, c'était juste comme un petit soleil, quoi. Donc ça se trouve, si tu avais regardé avec des jumelles, tu aurais peut-être vu la même chose effectivement, que lui. Pas pu aller plus loin dans l'observation, mais qui sait ce que c'est? De toute façon, on ne sait pas ce que c'est. Hein. Ouais. Et pas de bruit, rien. Ah non, que dalle. Vraiment juste on sait que c'est un ovni parce que c'est un objet volant non identifié. Mais ça s'arrête là. Hein. Ça s'arrête là. C'est pas
Un satellite, c'est pas... Ça, c'est classique. Tout le monde en voit, tout le monde a le temps de... Là, pas du tout. Et tu crois que les gens du village, après, ils en ont parlé entre eux ou ça s'est assez vite Alors les premiers jours, oui. Les premiers jours, oui. Ça parlait à chaque lieu où les gens se réunissent l'été, ou se réunissaient, parce que depuis, il y a encore ça a la changé. tradition est encore disparue un petit peu plus. Oui, ça parlait. Alors, il n'y a pas eu de choses extraordinaires, mais tout le monde était surpris. Qu'est-ce que c'est ce truc et puis en plus, si je me souviens bien, c'était surtout dans les dernières fois, parce que les premières fois, en tout cas, c'était pas sorti du groupe ou des groupes. Ouais. Mais les dernières fois, oui, ça commençait à parler parce que là, ça se renouvelait. Alors, est-ce que tout le monde a vu chaque fois? Je ne sais pas. Ouais. Puis moi, je ne sais pas si j'étais là à chaque fois, mais je sais que 4 fois sur, je dirais 4 ou 5 fois, c'est beaucoup, hein, c'est marrant. sur un été. Hein. Ouais, carrément. Sur Et dernièrement, tu n'as pas eu, d'autres observations dans le coin? Alors, je vais dire une bêtise, hein, voilà, on n'est pas sur un spot, voilà, c'est vraiment une histoire au fur et à mesure des années où il y a eu pas mal. Mais l'été, c'est pas rare, j'ai envie de dire, tous les 2-3 ans, moi j'habite vraiment, tu as vu où c'est, vraiment dans la campagne, et j'ai des amis qui habitent vraiment dans la montagne, on n'est pas dans le village. Si tu passes du temps un peu la nuit dehors à regarder le ciel, à un moment ou un autre, tu tombes sur un truc qui est louche. Ouais, oui, c'est clair. Voilà. Nous, avec Yo, quand on sort, qu'on fait les explos, à chaque fois, on regarde le ciel et à chaque fois, on voit des petits points bouger. Alors, tu sais pas si c'est des satellites. Des fois, tu dis non, ça peut pas être un satellite, ça va trop vite, ou alors ça va trop lentement. C'est vrai que tu vois des choses passer, c'est clair. Ouais. Tu vois des choses passer. Et tu vois, chez moi, sur le coin, en montant dans la colline, ma femme, elle a des lapins. Et je sais pas pourquoi elle va les rentrer la nuit, c'est comme ça, pour qu'ils en profitent le maximum. Et de temps en temps, elle m'appelle, viens voir. Parce qu'elle a vraiment accès au ciel, vraiment l'horizon, il est dégagé quand il fait beau. Alors des fois, c'est rien du tout, et des fois, il n'y a pas de réponse. Quoi. C'est clair. Et ça, c'est pas normal. Et j'ai envie de dire, c'est pas rare. Mais c'est pas rare, ça ne veut pas dire c'est un jour sur deux. Hein. C'est pas non, bien sûr. Pas ça, ça peut être dans l'été, peut-être. Ça arrive. Un été 2 fois, un été pas. Si tant est que je suis pas tous les soirs dehors, etc. Mais pareil, chez un collègue, un ami qui habite vraiment, lui, beaucoup plus haut. On a eu l'occasion d'en parler. Il y a pas mal de personnes ici, comme je pense partout, intéressées par ce type de sujet, parce que ça prête à questionnement. Parce qu'à un moment donné, c'est sûr. Il y a des personnes qui n'ont jamais vu, qui peuvent être dans le déni, ce que je peux entendre. Mais une fois qu'on a vu, on a eu vraiment le temps d'évaluer, ça ouvre un questionnement. Surtout qu'on ne peut pas y répondre objectivement. C'est ça. Du coup, ça fait des sujets de conversation. Et non, c'est marrant. Et c'est vrai que ça n'a pas dû trop se savoir. Enfin, du moins, les gens n'ont pas dû trop le rapporter, au moins officiellement, parce que moi, j'ai déjà été voir dans le site du GEPAN, et il n'y a pas de... L'UCERAM, c'est pas spécifié en fait. Mais je comprends, parce que faire une déclaration au GEPAN, c'est chiant, c'est compliqué, c'est long. Si tu veux qu'elle soit prise en compte, en fait, il faut faire un dossier et tout. Donc je comprends tout à fait que ça soit rédhibitoire pour pas mal de gens, quoi. Même si... Formaliser le truc, effectivement, honnêtement... je connaissais le GEPAN, alors comme tout le monde qui s'y intéresse un peu, à une seconde ça m'est venu l'idée d'aller leur dire. Et donc les gens du coin qui, pour la plupart sans doute, ça devait être la première fois qu'ils voyaient ça, non, ça reste dans le groupe. On peut en parler à son voisin, à un ami. C'est l'anecdote du coin, mais en aucun cas, ou peut-être que quelqu'un est allé voir la gendarmerie, j'en sais rien, mais je me vois mal arriver, bonjour. Je sais pas, peut-être que certains le font. Il y en a qui le font. Et normalement, les gendarmes se doivent de t'écouter, de prendre ta déposition et tout. Hein. Normalement, il faut pas qu'ils se moquent de toi, sinon ils font mal leur boulot. Hein. Alors, c'est clair. Ça se reproduit. Non, c'est marrant. Mais c'est vrai qu'ici, nous, dans un épisode, là, je ne sais plus le numéro lequel c'était, quand on était au col Saint-Roch, on a vu aussi on a filmé avec le drone thermique un petit ovni qui passe comme ça, ça dure 6 images sur 30. Le drone, il filme à 30 images secondes. Et pendant 6 images, donc ça fait vraiment pas... ça fait un 20e de seconde. On voit un truc passer. Alors moi, on m'a dit que c'était probablement un papillon de nuit, je ne sais plus le nom, ou un scarabée, qui a un nom bien précis.
mais j'y crois pas une seconde. Parce tout le monde que verrait des scarabées quand ils filment alors, non? ouais, et puis nous on en a filmé des avions, des insectes, des chauves-souris, tout ça en thermique, et il y a une belle définition. On voit que c'est un insecte, on voit que c'est un oiseau, on voit que c'est un avion. Là, on voit juste un tic-tac passer super rapidement, quoi. Donc, pour moi, c'était pas un scarabée. Mais bon. Et c'était pas loin, hein, c'était, vous voyez, c'était, je sais pas si vous voyez de là, c'est la montagne où il y a plein de nuages là-bas. Voilà. Ah, tu vois, c'est dans la zone, hein, c'est là, vraiment ouais, la zone, c'est hein. clair. C'est Puis, marrant. vu l'œil humain, le fonctionnement de l'œil humain, c'est vraiment le moyen idéal de se camoufler, c'est la vitesse. Hein. Ouais, carrément, c'est ça. C'est Que ça. ce soit même peut-être sur du matériel conventionnel militaire, si ils arrivent à obtenir certaines vitesses, c'est idéal. Hein. Ah bah c'est le top, hein. Ça c'est clair. Après, voilà, c'est inarrêtable, on le voit pas. C'est ça. Hein. Ouais, carrément. C'est les drones russes peut-être. Ah, ça, j'espère pas. Hein. J'espère pas qu'ils sont déjà là. Hein. Non, il va falloir se planquer là. Ouais. Non, c'est clair. Et aussi, on avait eu une histoire. Alors, il y a, ici dans le coin, donc, il y a ces histoires d'observation d'OVNI qui sont étranges. Et aussi, la dernière fois, tu m'avais raconté une histoire de chasseurs qui avaient vu, alors on revient plus du côté cryptide, qui ont vu un truc chelou un matin. Alors, ça reste à prouver, mais c'est vrai qu'ils étaient 4 dans la voiture. Et alors moi, j'étais, on va pas dire qui c'est, mais j'ai entendu le témoin me raconter le truc. Ils connaissaient les gens et ils ont vu, en montant donc au col Saint-Roch, là où nous on a filmé l'OVNI, et vers là où il y a eu ces observations-là, ils ont vu un genre de cryptide qui était en fait moitié loup, moitié mouton. C'est ça, hein, que je me trompe Alors, pas. je suis pas témoin. Hein, Non, nous on n'est pas. Mais non, mais un ça... de mes garçons justement a eu l'occasion de discuter avec ces deux personnes que je connais très très bien, hein, ouais. vraiment très très bien. C'est même des potes. Hein. Mais bon, moi ils m'en ont jamais parlé. Mais comme ils ont travaillé un moment ensemble, ils ont eu l'occasion de discuter. Et en passant devant ce lieu. Effectivement, d'ailleurs, mon garçon, hein, c'est lui qui te l'a raconté. Je voulais pas dire que c'est ton fils, je savais pas, mais bon, si tu le dis, tu peux. Pas de souci. Et en l'occurrence, donc, je fais que. Et lui, il m'en a parlé après. C'est vrai que c'était. Vu le profil des personnes qui le racontent. Oui, c'est pas. C'est crédible quoi. parce que c'est des gens. Si tu leur racontes ce genre d'histoire. Ils vont pas te croire. Ah, mais c'est pas qu'ils vont pas te croire. C'est qu'ils. Tu vas devenir une star, hein. Tellement ils vont se... Ouais. Voilà. Et là, donc, j'étais surpris, mais... alors, écoute, tu l'as entendu, hein, c'était moitié... Ouais, moitié loup, moitié mouton, je crois qu'il disait. Mouton, alors, je sais plus si... Il disait que ce qui était vraiment frappant, apparemment, c'était la délimitation du corps, quoi, qui était vraiment brutale, quoi, ultra brutale. Et en l'occurrence, ça ramène à d'autres sujets, hein, si tant est que ce soit vrai. Ça ramène à d'autres sujets. Pourquoi pas effectivement, ça ramènera à d'autres sujets. Mais donc oui, ça c'est au niveau du col Saint-Roch, il a expliqué. Non, il se passe il y a des trucs bizarres quand même. Donc je fais que reporter. On rapporte, mais voilà, je pense que c'est quand même une zone qui est un peu possiblement étrange, où il se passe des choses un peu. Et ça remonte, on va dire, dans les. Ça, c'était pas très vieux. C'était pas très vieux. Dans les 10 ans. Ouais, non, il y a des trucs bizarres. Quand il faisait sa formation, justement. Ouais. Donc voilà, vous voyez, il n'y a pas que le col de Vence, hein, où il y a des trucs chelous. Ici, on est loin d'avoir la réputation du col de Vence, mais voilà, si il se passe quand même des choses, on ne sait pas. Voilà, on ne sait pas. De toute façon, toute cette zone sur une carte, c'est un petit point. Vence, ici ou un peu plus loin, on peut imaginer que ça fait grand d'ici, mais quand on prend l'altitude... c'est clair. C'est la même zone. Hein. C'est la même zone, c'est sûr. Là, le col de Vence, vous voyez, là, je vous montre, il est... alors, on ne verra pas, mais c'est dans cette direction-là. C'est à vol d'oiseau, c'est quoi, peut-être à 10 bornes, 15 bornes, grand max, quoi. Ouais. C'est vraiment pas bien loin. Surtout quand on vole, c'est vraiment pas bien loin. Et il ne faut pas oublier qu'en plus, ici, on est vraiment aussi dans la zone où Alain a vu son Dogman, hein, dire le fameux Dogman de Nice. On est à 5-6 bornes. Voilà, c'est à côté, hein, c'est vraiment pas loin. Donc c'est quand même une zone où il se passe des choses relativement étranges. Il y a des observations un peu bizarres. D'ailleurs, je vais avoir une interview là, que je vous ferai au mois de janvier. Voilà, un truc encore, je vous en dis pas plus, je vous tease juste le truc. Une observation qui est très
surprenante aussi et qui rejoint vraiment celle d'Alain, quoi, le fameux Alain de Drape, quoi, l'observation d'Alain. Vous verrez, c'est étonnant. Didier, je te remercie de cette première intervention, de nous avoir raconté les observations d'OVNI de l'UCERAM, du coin en tout cas. On va changer d'endroit, on va essayer de se trouver un petit endroit un peu plus chaud. Ouais. Et puis on va discuter de ta théorie, qui reste une théorie. Faut vraiment prendre ça comme une théorie, comme moi je vous en ai déjà présenté, vous voyez ce que je veux dire. Mais je trouve ça super intéressant. Donc c'est pour ça qu'avec l'accord de Didier, on va vous exposer quelque chose de pas habituel, mais néanmoins très intéressant. Moi je trouve ça très cool. Allez, on change d'endroit. À tout à l'heure. Alors les amis, on va maintenant aborder le sujet de la théorie, d'une théorie que je trouve vraiment super sympa, très intéressante du moins, à écouter et à méditer. C'est une théorie qui relierait le dogman en passant par les néphilim en fait, les néphilim et tout ce qui est alors, après Didier tu me corrigeras, tout ce qui dépend du livre de l'Apocalypse en fait. Alors on est bien d'accord que ça reste une théorie, on ne rentre pas dans un délire mystique quoi que ce soit, on voudrait vraiment vous présenter ça comme une idée, comme un truc qui a des points sympathique à penser, à réfléchir. Ah, qui vaut largement une autre. Hein. Voilà, carrément, qui vaut largement une autre, c'est clair. Celle-là, on peut la retracer un peu plus quand même. Ouais, carrément. Donc, j'ai mon iPad, je vous cache pas, hein. Hop, il est là, avec toutes les questions dessus, parce que moi, c'est pas trop ma spécialité, c'est plus celle de Didier. Donc, je lui ai posé quelques questions, et il va essayer de nous répondre succinctement, parce qu'il a tellement de connaissances qui part vite dans beaucoup d'explications, c'est super bien, mais là on n'aura jamais le temps. Il va falloir simplifier au max. Ouais, on va essayer de simplifier, c'est cool. Alors Didier, avant tout, merci de bien vouloir nous expliquer ça, c'est très cool. Je sais merci que c'est à toi pas évident à faire, ouais. Mais c'est vraiment sympa. J'espère que tu vas pas perdre les followers. Non, au contraire. Je sais qu'il y en a qui attendent beaucoup, qui attendent cette théorie-là, ils me l'ont dit par commentaire. Et je sais que ça va plaire, ça va être très intéressant. Alors, on va commencer par les origines, en fait. Est-ce que tu pourrais nous expliquer qui étaient réellement les Néphilim, selon les textes anciens ? Alors, juste en commençant, pour te reprendre en commençant, oui, on ne parle pas en fait uniquement du livre de l'Apocalypse, pour ainsi dire, on va surtout parler du livre de la Genèse. C'est-à-dire le début de toute chose. Alors bien sûr, aujourd'hui, la Bible n'a plus la dimension qu'elle a eue dans les siècles passés. Et dans l'époque actuelle, quand quelqu'un commence à prendre une référence dans la Bible, on a vite fait de le cataloguer. Donc c'est pour ça que j'ai hésité à parler de ce sujet sur ta chaîne. Quoi qu'en parler entre nous, ça me dérangeait pas, mais bon, pourquoi pas. Donc du coup, on va partir de la théorie, si quelqu'un veut bien l'entendre, que il y a deux possibilités. C'est ou c'est le hasard qui a fait et qui a fabriqué tout ce qu'on voit et ce qu'on est, ou c'est une intelligence. Voilà, il y a deux routes. Il n'y en a pas 50, il y en a deux. Pour ceux qui auraient l'idée de prendre hypothétiquement la route qui fait que le hasard est mis de côté et que tout ce qui est créé est une intelligence, est fait par une intelligence, à ce moment-là, on peut commencer à extrapoler sur ce raisonnement. Et en l'occurrence, le livre de la Genèse, c'est, on va dire, le guide que reprennent les grandes religions, et les trois grandes religions, sur le fait qu'au départ, Dieu a créé l'univers, la terre, la lumière et tout ce qu'il y a dessus, quoi, sur la terre. Et qu'en l'occurrence, à un moment donné, donc c'est dans les premiers livres de la Genèse, quand l'homme a été chassé du jardin d'Éden, alors je ne donne pas d'explication, hein, on pourra revenir dessus si tant est qu'il y ait des questions. Il faut aller se référer au livre d'Enoch qui explique que comme l'homme s'est trouvé démuni parce qu'il vivait dans ce qu'on appelait l'époque de l'oisiveté, donc dans un jardin où il avait juste à consommer en fait.
Il n'avait pas besoin de se chauffer, pas besoin de quoi que ce soit. Et quand il a été chassé de cet endroit-là, pour les raisons qu'on sait, ou ceux qui ne savent pas, faut qu'ils aillent voir, ils ont eu besoin d'aide. Parce que imagine, tu te retrouves pratiquement à poil là, à l'hiver, si tu n'as pas quelques notions, tu ne passeras pas l'hiver, quoi. Donc il y a une certaine logique. Et en l'occurrence, le livre d'Enoch explique qu'il est venu une forme angélique envoyée par Dieu pour apprendre aux hommes à survivre et à utiliser la terre pour apprendre la culture, etc. Parce qu'il ne savait rien, l'homme. Donc pour ceux qui peuvent tolérer cette manière de voir, il se trouve que ces anges, alors on va essayer d'imaginer des êtres comme des hommes, il ne faut pas voir quelque chose avec des ailes ou quoi que ce soit, c'est pas ça l'idée. Dans le livre donc, de la Genèse, il est écrit que les fils de Dieu ont trouvé les filles des hommes tellement belles qu'ils les ont pris pour femmes. Donc les fils de Dieu, dans le livre de la Genèse, c'est des anges en fait. Okay. C'est des anges. Et en l'occurrence, ils se seraient reproduits. Est-ce que c'est vraiment sexuellement? Est-ce que c'est d'une autre manière, génétiquement? On ne sait pas, avec des femmes. Et il est écrit que le croisement de ces êtres avec les femmes ont donné des êtres qui ont été appelés les Néphilim. Et dans la traduction, il en ressort souvent les géants. Mais en réalité, il y a une erreur de traduction. Ouais. Pourquoi les géants? Parce qu'effectivement, la Bible parle que ce croisement a donné des géants. Et sur le plan archéologique, pour ceux qui s'y intéressent, aujourd'hui, c'est un fait. Hein. Je connais même quelqu'un qui a eu accès à ce type d'ossements. Mais le terme Néphilim, en fait, veut dire les disgraciés. Ça ne veut pas dire les géants. Donc on peut imaginer, de part en regardant d'autres livres, qu'en fait, il n'y aurait pas eu qu'une seule forme. En l'occurrence, des êtres géants, oui, mais ce serait plutôt une forme d'être polymorphe, c'est-à-dire que ça ne s'arrête pas à des géants. Okay. Et la Bible fait une mention qui dit qu'en fait, c'est les fameux héros de l'Antiquité. Okay. Quand la Bible parle de l'Antiquité, elle ne parle pas de l'époque romaine, elle parle de l'époque antédiluvienne. Okay. Donc, c'est quoi l'Antiquité à l'époque antédiluvienne? Il faut retourner dans l'Iliade et l'Odyssée. Il faut retourner dans ce type de conte où tu as des êtres mi-hommes, mi-animaux. Okay. Et des fois, des animaux croisés. Okay. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Très bien. J'absorbe tes mots. Alors, pour toi, quelle est la différence entre ange déchu, Néphilim et démon, selon ton interprétation? Alors, je me réfère souvent, j'essaie de pas trop interpréter personnellement, je me réfère souvent à la logique de raisonnement de ce qui est écrit, pour justement pas aller n'importe où. Les anges déchus, donc, ce sont des êtres qui vivaient comme les anges pas déchus d'ailleurs, proches de la divinité, on va dire, et qui avaient des rôles très particuliers. Et une partie s'est retournée. Bon, ceux-là ont perdu, voire même accès à ce lieu. Je vais employer le mot divinité pour rester très très large, pour pas rentrer dans des détails. Et sont venus sur Terre. Et ce, depuis le commencement. Hein. Les démons, ce n'est que spirituel. Les anges déchus, selon ce... si on garde la logique, peuvent être munis d'un corps. Et le démon, ouais, lui, c'est vraiment... le démon, il peut avoir un corps. Aussi. Il peut, parfois... C'est difficile de parler de ce genre de truc en donnant des détails. Moi, je connais pas de démon. Hein. Ouais, non. Enfin, tant mieux. Mais en gardant les raisonnements et ce que dit l'Écriture. Et il y a des théories qui disent qu'en fait, les démons, le côté spirituel des démons, ce serait tout simplement... Ce qu'il faut comprendre, c'est que le Créateur met une âme dans chaque être vivant, humain. Et en l'occurrence, quand les Néphilim, ces croisements qui étaient contre nature, sont arrivés,
eux aussi ils ont dû avoir une âme. Et par la logique, le Créateur ne mettrait pas une âme autre qu'une âme corrompue, une âme condamnée dans ce type de créature. En l'occurrence, les démons, pour certaines personnes qui étudient bien les sujets, pensent qu'au moins une partie de ces êtres seraient les âmes de ces néphilim qui sont morts, ils n'étaient pas immortels. Ok. Voilà la différence. Bah, donc, ouais, d'accord. Ok. Mais bien sûr, attention, on est dans une discussion d'un sujet très sensible et très... on ne peut pas se pointer en disant c'est ça, c'est ça, c'est ça. Oui, bien sûr. Ok. D'après toi, pourquoi ces êtres auraient été effacés de la mémoire collective après le déluge? La question est très très bonne. Et la réponse, ça va être compliquée. Déjà, le déluge, il a été enlevé de la mémoire collective. Aujourd'hui, dites qu'il y a quelqu'un qui en 120 ans, il a construit un bateau grand comme un porte-avions au milieu de la forêt, je sais pas où, c'est bon, là, tu finis en psychiatrie. Et pourtant, il y a plein de choses qui montrent que ça s'est réellement passé. Et en l'occurrence, si je me souviens bien de mémoire, le dernier tsar, il avait envoyé un régiment sur place pour la voir. Elle y est toujours, sur le mont Ararat, là où elle s'est posée. Il y en a qui en ont redescendu des bouts. Il y a encore les grosses pierres qui servaient de balastre, qui sont... ils ont même fait un petit musée au pied en Turquie. Il faut s'y intéresser. Après, je veux bien croire qu'il y a à boire et à manger. Mais je crois qu'il y a moins de 10 ans, les Chinois, ils ont fait une expédition. Ils se sont filmés à l'intérieur. Aujourd'hui, elle est brisée dans un glacier. Elle s'est brisée avec le glacier en haut du mont Ararat. Elle est très très compliquée c'est très très dur d'aller sur place. Il y a que quelques mois quand les étés sont chauds dans l'année, et encore quelques mois, je suis gentil. Mais la NASA, elle a des photos des pilotes qui sont passés. Il y a plein de gens qui sont allés. Seulement, on ne sait pas, comme toute chose. Donc, vu qu'on a perdu l'homme, il est devenu amnésique, surtout que l'homme du 21e siècle, il croit tout savoir, il a toute l'intelligence. En réalité, il n'a jamais été aussi absent de sa propre mémoire, de son propre passé. Il ne sait plus. Donc, pourquoi ça a été perdu? Parce que tout a été perdu. Et d'ailleurs, la Bible elle-même, elle a été perdue. Qui est-ce qui est allé la voir? C'est peut-être aussi une volonté, d'une politique, de dirigeants. Ça, c'est un autre sujet. Il suffit de lire la Bible et tu comprendras. Peut-être. C'est sûr. Après, on va passer à leur retour sur Terre, en fait. Dans l'Apocalypse, il est dit que des bêtes montent de la Terre. Est-ce que pour toi, il s'agit d'une référence directe à ces anciens Néphilim? Non, pas du tout. En fait, l'Apocalypse, quand elle parle des bêtes, elle a deux bêtes. Une qui monte de la terre, une de la mer. Donc, dans la symbolique, la terre a toujours représenté... la terre a toujours représenté l'Israël, et la mer a toujours représenté les nations. Le tumulte des nations, la mer. Donc, ces bêtes-là représentent deux personnes en particulier, et celle qui monte de la mer, c'est un mouvement politique, et une personne qui se retrouvera, parce que c'est une bête qui a 10 cornes, et c'est la toute petite corne qui est dessus. Voilà. Donc c'est un mouvement politique et une personne. En l'occurrence, ça n'a aucun lien avec... ça n'a vraiment aucun lien. Rien à voir. Okay. Quelle serait, selon toi, la raison spirituelle ou divine de leur retour aujourd'hui? Si tel est qu'il est un retour. Alors je vais essayer de faire simple. C'est ni spirituel ni divin. En réalité, il y a un passage qui dit, si je me souviens bien, c'est le Christ lui-même qui le dit, qu'à la fin des temps, ça sera comme à l'époque de Noé. Les parents mariaient leurs enfants, ils mangeaient, ils buvaient, jusqu'au moment où Noé rentra dans l'arche. Donc en fait, ça montre déjà sur un plan que la fin des temps, ce serait exactement comme à la période de Noé. Les gens s'en souciaient pas de ce qui allait arriver. Noé, il construisait un bateau, il passait pour un débile, il disait à tout le monde « Rentrez, il va pleuvoir, on va se noyer », tout le monde se foutait de sa gueule, et ils ont continué à vivre comme ils vivaient. Donc c'est sur ce plan-là. Mais on sait que dans la période, les Néphilim vivaient sur Terre. Donc, il n'est pas, même si ce passage ne parle pas spécifiquement des Néphilim,
il n'est pas interdit de penser que dans la période de la faim, autour de ces mêmes comportements, il y aurait aussi les néphilim qui seraient revenus. Et c'est justement à travers tous ces témoignages de cryptides, et en l'occurrence le dogman, le loup-garou, enfin, c'est qu'une partie, parce qu'en réalité, entre guillemets, de cryptides, même si à mon sens, il n'y a pas beaucoup de cryptides de ce type-là, mais ce genre de créatures, il n'y a pas que les loups-garous, hein, il y a certains, on n'arrive même pas à leur donner de nom. C'est assez... Et c'est ça qui m'a mis d'autant plus la puce à l'oreille. Comment expliquer ça? Et donc, comme on en avait parlé ensemble, on a pu le ranger en 4 groupes. Et en l'occurrence, on pourrait imaginer qu'à la fin des temps, donc je t'ai expliqué, je ne vais pas le réexpliquer ici parce que ça serait trop long, pourquoi aujourd'hui on a la certitude qu'on est dans cette période, il pourrait réapparaître, déjà tout simplement parce qu'il faut une explication à tous ces témoignages. Quand on voit déjà sur les émissions françaises, sur le net, on est à plusieurs centaines de témoignages. Et si on part du principe que la majorité des gens qui ont affaire à ce genre de choses, ils n'en parlent pas, comme les ovnis, hein. Ah ouais. Oui, les 3 quarts. Du coup, on peut imaginer qu'il y en a beaucoup. Si on regarde Dogman Encounter, puis c'est pas que des imbéciles qui voient ça. C'est bête ce que je dis, mais souvent on qualifie d'abord la personne pour savoir si son témoignage vaut le coup, si le mec il les juge, on va mieux l'écouter. Mais il y en a aussi des juges, des scientifiques, des chercheurs. Donc effectivement, à travers ça, on pourrait commencer à imaginer que ces créatures seraient néphilim. Pourquoi? Parce que ce qui a été fait avant, il est écrit dans la Bible que ça a été fait avant le déluge et après le déluge. Et jusqu'à preuve du contraire, on est toujours après le déluge. Ah oui. Donc, est-ce qu'ils auraient pris... Bon, des géants, on n'en voit pas beaucoup. Donc, on peut imaginer que ça, il n'y en a pas, ou alors ils se cachent bien. Mais par contre, il y a un certain type, des catégories de créatures non conventionnelles qui, elles, j'ai envie de dire, même si tu n'en trouves jamais quand tu veux les voir, on pourrait penser qu'il y a pas mal de gens qui tombent dessus, quoi. Ouais. Et si on cherche bien au tréfonds des témoignages, il y a des éléments, et on va pas en parler maintenant, qui nous amènent au néphilim, qui donnent vraiment de la crédibilité au néphilim. Surtout que je sais pas où vont tes questions après, mais il y a un passage dans l'Apocalypse on va en parler un peu auquel on pourrait vraiment s'y... si tu veux, j'en ai une sur l'Apocalypse, c'est dans les prophéties de l'Apocalypse, quel lien fais-tu entre les cavaliers et ces bêtes de la terre, déjà? Alors peut-être on saute d'un coup dans un truc autre chose, mais... Oui, alors les bêtes de la terre, comme tu l'as sorti tout à l'heure, c'est inutile d'en parler, ça n'a rien à voir. Ouais. Par contre, il y a un passage qui reprend un peu le terme, qui est sur le 4e cheval, cavalier, qui est un cavalier qui est pâle. Et ce cavalier, il va amener des fléaux. Donc il faut bien comprendre que la période apocalyptique, c'est une période de jugement, qui est séparée en 2 périodes de 3 ans et demi. Et on pourrait imaginer que le Créateur, pendant cette période, puisqu'on n'a pas voulu, pour ceux tout au moins qui n'ont pas voulu se plier à ces demandes, il libère ceux qui nous veulent du mal. Bon, je la fais simple pour que ça reste, et je veux surtout pas... Ça pousse juste les gens à lire, ils comprendront peut-être mieux. Et en l'occurrence, donc ce cavalier-là en particulier, il parle de fléaux vraiment... qui sortent de l'ordinaire. Donc ce cheval va amener la maladie, la mort, le royaume des morts et les bêtes sauvages de la terre. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Et il explique bien que un quart de l'humanité va mourir par ces 4 fléaux. Alors la maladie, je l'entends. La mort, je l'entends. Le royaume des morts, c'est ce qui suit les gens qui meurent et qui n'iront pas vers Dieu. Mais qu'est-ce que c'est les bêtes sauvages de la terre? 21e siècle, il n'y a pas un endroit au monde où il y a assez de fauves, parce que bêtes sauvages, on ne va pas penser à des fauves, normalement. Ça peut être que
que ça. qui pourrait participer à la destruction masse, d'un quoi. quart de l'humanité. Ouais, c'est C'est-à-dire que ce soit proportionnel ou pas par rapport au quart des êtres humains tués, il faudrait que ça représente au minimum des dizaines de millions d'êtres tués ou des centaines de millions. C'est quoi les bêtes Une qui pourraient véritable faire armée ça? de bestioles. Ben, Quoi, c'est quoi? Ouais. Donc du coup, la théorie, tout en gardant bien sûr le fil de la crédibilité biblique, ceux qui y croient pas, il faut pas se creuser la tête avec ça, hein. Mais ceux qui creusent et qui se disent que ça pourrait avoir du sens, et c'est là ma théorie, c'est qu'en fait, les loups-garous, comme ces autres créatures, le Mothman, je crois, le Glimmerman, des trucs c'est hallucinant, qui ont quand même des capacités de furtivité hors normes, etc., ben, seraient ces êtres-là, qui seraient l'aboutissement d'un croisement néphilim entre les êtres humains, je parle plus seulement des femmes, les êtres humains et autre chose. Et quand on voit, pour ceux qui s'y intéressent, donc depuis, on va dire surtout depuis l'après-guerre, le nombre d'abductions dans le monde, d'enlèvements, ou ces témoignages qui sont emportés je sais où, dans des vaisseaux, entre guillemets, et comme par hasard, il y a toujours un prélèvement, des trucs sexuels, des choses comme ça, où les femmes sont inséminées, elles ont des fœtus, elles accouchent jamais. Alors si c'était une qui raconte, mais là c'est des milliers, des gros milliers, pour pas dire... Et ça dure depuis des décennies, et j'invite ceux... Peut-être même depuis tout le temps, on n'en sait rien en fait. J'invite ceux qui connaissent pas le sujet de voir le travail, alors que maintenant je crois qu'il est décédé, mais son travail il existe toujours, du docteur Hopkins aux États-Unis, ou d'essayer de trouver le film qui explique bien, ça avait été fait sur des faits réels aux États-Unis, Intruder. Extraordinaire. Et le sujet, il est vraiment crédible. En Italie, comme on en avait parlé, une femme qui a été avortée, qui a été enceinte 7 fois, elle n'a jamais accouché. Jusqu'au jour où son gynéco, il a intercepté la dernière fois qu'elle a été enceinte. Et ce qui est sorti, moi j'avais vu les photos, c'était pas humain. Hein. Faudrait que je regarde ça, j'avais pas vu. Et du coup, elle est là, la théorie. Elle est qu'en fait, ces êtres, ils sont pas faits pour rien, et leur utilité, elle est juste devant nous. Hein. Possible. Après, j'invite chacun à se faire sa propre idée et aller voir. Bien sûr. Ce que je peux dire, c'est que c'est un sujet on peut en parler des heures, et il y a vraiment des détails. Complexe, on en avait parlé un après-midi ou deux, même. On peut aller très très loin dans le raisonnement tout en gardant des sources. Hein. C'est pour ça, là, on vous invite vraiment, on va essayer de faire simple, comme vous voyez. Il faudra aller, si ça vous intéresse, aller de votre côté vous renseigner plus précisément, parce que sinon la vidéo, là, elle va faire 4 jours. Ah ouais, et puis là, on peut y passer la nuit. Hein. C'est clair. Donc, vu qu'on en vient à cette théorie, en fait, je voudrais te demander si, pour toi, le Dogman aurait un rôle de purification plutôt que de destruction. Est-ce qu'on pourrait le voir comme ça? Ah non. Pour toi, ça serait vraiment destruction. Oui, le rôle, c'est pas de purification. Pas pour toi, pour moi, c'est un truc, c'est une création qui n'a pas lieu d'être. C'est une abomination, comme on pourrait dire. Et si ce que je dis est juste, bien sûr, si ce que je dis est juste, j'en sais Justement, rien. est-ce que pour toi, il y a des textes bibliques qui annoncent clairement leur retour? C'est ce que tu me disais tout à l'heure, en fait. C'est ça, c'est Apocalypse, j'invite à Apocalypse 6-8 à lire. 6-8. Et moi, je me suis intéressé à ça, donc justement sur des études bibliques, et toutes les manières qu'ont les gens d'analyser ce passage, et vraiment des érudits, des gens... Et j'ai jamais vu, une seule fois, une théorie là-dessus qui disait que, en fait, c'est les animaux qui viendront manger les morts. Mais c'est pas ça qui est écrit. Hein. Donc, qu'est-ce que c'est? Et aucun, justement, peu importe le niveau de connaissance, aucune personne qui étudie, en général, on survole ce passage. On n'en parle pas. Et pourquoi, à ton avis? Parce qu'on ne sait pas. Je veux dire, si j'avais pas j'ai eu l'occasion de rencontrer Alain,
au départ. Et Alain j'avais de Nice, pas on connaît eu, bien. voilà, Alain de Nice, avec qui je connais bien maintenant, on se connaît bien. J'avais pas eu confiance dans ce qu'il disait parce que voilà, je l'ai rencontré plein de fois, il a jamais varié. Et j'avais eu un autre témoignage avant en Afrique, je t'avais parlé. S'il y avait pas eu ça, j'aurais pas fait ces déductions. Peut-être que j'aurais fait comme Ouais, en certains. fait, c'est vraiment ces deux cas, ces deux oui, au témoignages départ, que tu as eus qui t'ont amené à réfléchir deux à ça. personnes en en fait. qui T'as j'ai pensé à confiance ça. Ouais. m'avaient parlé de ça, et une 2 ans avant Alain. Et j'ai pas su où le ranger dans ma tête. Mhm. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Et puis bon, je l'ai mis de côté. Et quand il y a eu Alain, là, il a fallu que je réfléchisse. Quand j'ai discuté avec Alain de ça, où j'ai posé des questions, et puis j'ai vu son sérieux. Et puis bon, depuis, on s'est vu pas mal de fois, on se connaît maintenant, et tu as eu l'occasion de le rencontrer aussi. Ah oui, c'est c'est peur quand quelqu'un il de- commence à te parler de ça. Il a vécu quelque chose de terrible en fait. Tu l'inventes pas, ça. non, tu et... l'inventes pas. et la personne, moi, le témoignage avant celui-là, c'était des gens sérieux. Je pouvais pas mettre en question, mais leur. Et à un moment donné, j'ai réfléchi, et c'est là que j'en suis venu là. C'est pas venu de moi cette histoire. C'est qu'à un moment donné, j'ai essayé de le ranger dans quelque chose. Ouais, voilà, t'as été amené à réfléchir à ça en fait. C'est ça. Et t'en as déduit de par tes connaissances C'est ça. sur la Bible théologique, on va dire, je sais pas si C'est ça se ça. dit, connaissances théologiques. T'en as déduit ça en fait. Ben, la logique, elle est au départ, elle est simpliste, mais elle est au départ, comme je l'ai dit, en entrée de, c'est où le hasard qui a tout construit. Et à ce moment-là, on peut penser ce qu'on veut de tout. Les théories sont infinies. Ou alors, il y a un créateur, et à ce moment-là, il faut le ranger dans la création. Et ça, c'est pas Dieu qui a créé ça. Ouais. Donc, qui c'est? Mhm. C'est ceux qui créent des choses que Dieu ne crée pas. Ouais. Les Néphilim, qui est un vaste sujet, vaste, bien sûr, qu'on soit bien bien sûr. d'accord. Et pour la raison, mais pour ça. Ouais, ouais. Alors Didier, j'aimerais aussi te demander si pour toi, est-ce que ces entités sont réellement physiques ou plutôt des archétypes vivants, comme des égrégores alimentés par un inconscient collectif ou un truc comme ça? Non, pas du tout. D'ailleurs, c'est aussi sont complètement physiques. C'est la raison pour laquelle certains les prennent pour des cryptides, des animaux. C'est des animaux. Seulement, je préfère les appeler créatures. Ouais. Parce que justement, c'est pas conventionnel comme création. Mais c'est des animaux. Des animaux, pour autant, psychologiquement, intellectuellement, ça doit être beaucoup plus avancé que des animaux, beaucoup plus intelligents. Je sais pas jusqu'où ça peut aller, mais quand on voit les témoignages à travers le regard, à travers certains même qui parlent de communication par les pensées, d'autres qui parlent de... Je sais C'est vrai pas. qu'il y a quelques témoignages comme ça. Et voilà, qui sont... jusqu'où on peut imaginer leur niveau d'intelligence, je sais pas. Mais oui, si on en croise un, on n'y passe pas à travers. C'est un animal, c'est bien physique. Mais après, c'est... Alors tu vois, moi, je sais pas que je suis pas d'accord avec toi. Je pense que c'est Moi, je dirais que c'est plus un être qu'un animal, en fait. Parce que... dans ma vision de la chose, je le vois pas vivre là dans la forêt. Pour moi, mais je suis d'accord. Tu vois ce que je veux dire ? veux parler sur Quand il est en forme physique, entre guillemets, voilà. C'est un animal. Je disais ça sur le fait que s'il y en a un là qui se laisse toucher, tu feras pas la différence si tu touches ton chien. Ouais. Et j'ai pas dit qu'il vivait ici et qu'il vivait dans la forêt ou quoi que ce soit. J'ai pas dit ça. Au contraire, moi je pense l'inverse. Je pense que justement, comme ils vont avoir un but, ils sont totalement sous contrôle. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle ils te touchent pas. Ou alors si très très rarement quoi. Ben on va dire que ceux qui touchent, tu en sais rien, parce qu'ils sont on plus le là. sait pas. Mais normalement ils ont pas à toucher. On s'aperçoit que souvent quand il y a des accidents, c'est parce qu'ils sont en groupe. Et à ce moment-là, on peut imaginer ce que fait l'effet de groupe. Et encore, il faudrait voir si c'est la véracité des récits. Après, oui, je pense qu'ils sont totalement sous contrôle et qu'ils sont là pour une forme d'acclimatation. Mais qu'en aucun cas, ils restent pas là.
Ouais. C'est simple, si tu veux, enfin c'est simple. Connaître un peu leur fonctionnement, tu n'as qu'à regarder le phénomène OVNI. Ils fonctionnent de la même manière. Ouais, je suis entièrement d'accord. Ils arrivent, ils sont furtifs, tu sais pas d'où ils arrivent. Ouais. Boum, tu sais pas où ils sont partis. Pourtant, des fois, quand ils arrivent, tu entends qu'ils font un vacarme de tous les diables. Un truc qui est censé être lourd quand même. Hein. Et quand ils s'en vont... il n'y a plus rien de où ils sont. n'entend plus rien. Ouais. Et là, c'est un sujet, il y a des éléments de réflexion sur ça à travers certains témoignages. Et c'est là qu'ils montrent que leur furtivité, je dirais autour de moi, j'ai pas mal de chasseurs, un de mes garçons et bien d'autres, même les animaux les plus rares. Je dis bien même les plus rares. À un moment donné, tu arrives à les trouver. Pour ceux qui savent les chercher, hein, si j'y vais moi, non. Hein. Mais les plus rares, des gens ici des lynx, il y en a, personne ne les voit jamais. Pourtant, de temps en temps, tu en as en photo, de temps en temps, tu vois des traces. Ceux qui savent faire, même les plus rares, n'importe où au monde, ils te le trouvent. Ça peut prendre du temps, mais pas eux. À eux, tu as vraiment l'impression que tu tombes dessus, en fait. Ou alors, c'est de leur propre volonté. Ou c'est eux qui te tombent dessus. Ou c'est, bon, en concours de circonstances, ou je sais pas. Après, je sais pas les mécanismes. Mais en tout cas, je sais que logiquement... quelque chose qui te pèse 150, 200 kilos ou plus, tu les croises dans les gros prédateurs, si tu veux. Tu vas prendre entre lion, un tigre, on pourrait dire que c'est plus ou moins ses gabarits. Hein. Ça laisse des traces. Hein. Ah oui, c'est... Et ça laisse pas une trace. Hein. C'est sûr. Hein. Normalement, même s'ils sont... eux, ils te laissent une trace, s'ils la laissent, et plus rien. Mais... Là, il y a un truc. Hein. Mais oui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est ce qui fait, c'est une des raisons qui fait qu'on doit les sortir du système conventionnel. Moi, je veux bien qu'il y en a qui disent qu'ils vivent que dans les cavernes et tout. Bon, déjà, elles sont où ces cavernes? Alors oui, il doit y en avoir. Oui, il y en a. Et pas quand tu vas dans les cavernes, t'en trouves pas pour autant. Hein. Et tu trouves pas de traces pour autant pour ceux qui vont dans les cavernes. Voilà, je dis pas qu'il y a rien. Je dis juste que essayer de les ranger dans la case animal qu'on n'a pas découvert, animal conventionnel qu'on n'a pas découvert, ça colle pas. C'est compliqué. Pour faire ça, il faut enlever une bonne partie de certains témoignages ou écourter le témoignage de la personne quand elle le qualifie comme un animal. Mais quand tu prends un témoignage dans son entier, il y a des trucs qui collent pas. Il y a des choses qui sont trop... Et trop souvent. Trop souvent. Alors en dernière question, je voulais te demander, qu'est-ce que tu penses du fait justement que leur apparition coïncide souvent avec des périodes de crise mondiale ou spirituelle? Alors déjà, est-ce que tu es d'accord avec ça? Alors moi, en fait, j'ai cette question-là, mais c'est vrai que je suis pas vraiment... je pense pas qu'il y ait crise une relation spirituelle, en fait. Je sais pas ce que c'est. Crise mondiale, en tout cas dans ma génération, on est là-dedans. J'étais pas là avant. Ou alors on se réfère à un possible début d'apocalypse. Oui. Alors, de crise mondiale. On est post-apocalyptique, on n'est pas au début de l'apocalypse. Selon les Écritures, on est dans la période de la fin des temps. C'est la période qui précède. Ça, oui, on peut l'expliquer. S'il y en a qui sont intéressés, on peut en discuter. Ça, il n'y a aucun doute. Mais on n'est pas dans la période apocalyptique. Elle arrive. Mais ça serait un début d'explication, de théorie, d'explication. C'est une théorie qui commence à se montrer, en fait. C'est ça qui a son raisonnement logique jusque-là. Si c'est pas ça, j'aimerais voir d'autres théories. Mais en tout cas, elle se tient du début jusqu'à la fin. Je dis pas que c'est ça. Je dis que la théorie, elle est solide. Ouais, bien sûr. Mais après, je sais pas. Moi, ce que je trouve assez... ce que j'aime bien dans toute cette théorie et réflexion, c'est que justement ça allie le côté biblique, on va dire, que je ne connais pas du tout, c'est pour ça que je te fais confiance, et en même temps ça relie avec en même temps le côté ovni et trucs. En fait, c'est énorme, c'est vraiment un tout énorme, quoi. Ça va même bien plus loin, ça ramène d'autres sujets auxquels il faudrait beaucoup de temps, et ça va même bien plus loin. J'imagine bien. C'est pour ça que il peut y avoir je pense, des erreurs de précision, mais sur les grandes lignes, si tant est que le phénomène Néphilim existe encore, ça ne peut être que ça. Si ça n'existe pas, je sais pas ce que c'est. Mais honnêtement, ça rentrait plus dans le canon biblique. Et là, c'est assez étonnant parce que, en fait, tu arrives à répondre à tout, j'ai envie de dire, en prenant... C'est un livre de psychologie, hein, c'est un livre pour celui qui la regarde, pas la première couche de lecture. Hein.
à l'étude. faut On est dans plonger l'étude, dedans, hein. bien C'est sûr. autre chose. Ouais, Hein. c'est clair. Et c'est-à-dire il faut quand même un peu de temps pour commencer à... Il faut limite même plus d'une vie. Ah oui, en fait tu peux Histoire le faire de tout le tout temps. comprendre. Tout le temps. Moi ça fait un peu plus de 20 ans que je l'étudie, hein, tous les jours quasiment. Et il y a des stades, j'ai pas dépassé. C'est là qu'on voit que c'est pas un livre normal. Ouais. Un livre normal, vraiment, voilà, c'est pas dedans, ouais. C'est ça sûr. va pas plus loin que ce que ça dit. Et est-ce que pour toi, qu'est-ce qui se passerait lorsque ces prophéties s'accompliront en fait? Est-ce que les dogman auront-ils accompli leur rôle ou reprendront-ils place dans l'invisible? Bonne question. Si je m'en réfère, parce que bon, encore une fois, je veux pas extrapoler comme ça. Quand on prend Apocalypse 6-8, ça parle de ces bêtes, de ces créatures, bêtes de la terre, et puis après plus rien. Ce n'est qu'à cet endroit-là. Pourquoi? Je sais pas, je peux pas. Ouais, si je répondais à ta question, je le répondrais de moi en imaginant. Je veux pas imaginer, ça m'intéresse pas. J'en sais rien. J'en sais rien. Il n'y a plus aucune écriture sur ça après. D'ailleurs, c'est étonnant. Ouais, c'est étonnant. Pourquoi? Alors, c'est peut-être des livres qu'on n'a jamais retrouvés. Est-ce que ça serait possible, ça? Alors, ça serait des livres extra-bibliques, puisque le canon biblique, lui, normalement, selon l'écriture, il est protégé par son créateur. Donc, en extra-biblique, il y a peut-être des infos, ouais, faudrait trouver. Comme, bon, on parlait du livre d'Enoch, mais il y a peut-être d'autres choses. Mais en biblique même, il y a juste ce qu'il faut pour savoir ce qu'on doit savoir. Hein. Ouais, ok. Donc après, il disparaîtrait en fait. Quoi. Je sais pas. Peut-être, ouais, c'est bien. Hein. Je sais pas. C'est fou quand même. Je sais pas. Clair, vraiment, j'en ai aucune idée. C'est des questions pas la compliquées, ouais, c'est clair. Bon, bah écoute Didier, je te remercie beaucoup. Ben, pas de quoi, tout en plus, on commence à cailler un peu. Là, ça commence, là, on voit que les 3 quarts d'heure, là, ils sont passés. On n'est plus l'été, là. Carrément. Les amis, on va vous laisser pour cette vidéo. Je vous cache pas que je suis gelé, en fait. Je fais rien, mais j'ai les mains, j'en peux plus. J'espère que ça vous aura plu. Alors que vous soyez... En fait, il n'y a même pas une question d'être d'accord ou pas avec la théorie. Enfin, oui, on peut être d'accord ou pas avec la théorie, mais il faut vraiment, voilà, faut prendre ça comme une réflexion, peut-être même plus une réflexion qu'une théorie. Ça peut être intéressant pour certains et moins pour d'autres. Ouais, voilà. Pas du tout pour d'autres. En tout cas, s'il y en a qui veulent approfondir le sujet, qu'est-ce que tu peux leur conseiller de lire comme bouquin ou... il faudrait commencer par lire bien sûr notre Bible, hein, ouais, voilà. revenir à notre tradition. Pour autant, faut pas croire que la Bible, elle parle du loup-garou tout le temps, hein, ou du dogman. C'est pas ça. C'est vraiment des petits passages qui, à travers des croisements prophétiques, vont donner une dimension. Donc, même en y allant, on n'a pas accès à ce genre de choses tout de suite. Non, bien sûr. Par contre, trouver. Oui, c'est des. C'est ça. Et, je sais pas. Regardez le livre d'Enoch. C'est intéressant. Où là, ça parle principalement des Néphilim. Alors, en tout cas, pas tout. Hein. Il y a 4 livres, si je me trompe pas. Il y en a un surtout. Mais c'est surtout le livre d'Enoch qui parle des Néphilim. Extra-biblique, oui. Okay. C'est-à-dire qu'il va donner des détails parce que la Bible n'en donne pas beaucoup. Okay. Donc, c'est un canon qui est quand même plus ou moins reçu parce qu'il y a quand même des choses qui vont pas dedans, qui peuvent pas correspondre. Donc, c'est bien de le lire parce que ça pourrait être crédible. Okay. Pour autant, de toute façon, on est amnésique. Le passé, on le connaît pas, et c'est pour ça que on peut pas l'étudier sans accepter, d'un moment donné, croire à une partie de choses qui sont pas justes. On est obligé de se dire sur ce que j'apprends, une partie c'est faux. Ouais, c'est sûr. Ouais, faut arriver à faire le tri quelque part. Personne n'était là. Hein. Et pareil pour aujourd'hui, on extrapole, mais qui a raison? C'est sûr. Ça donne l'occasion de discuter. Voilà, il faut extrapoler, chercher plein de possibilités. Moi, j'aime bien écouter plein de choses. Plus on écoute de choses, plus on peut se faire une idée générale. Et après, pourquoi pas se rétrécir le truc et se mettre dans une idée plus précise, quoi. Mais ce qu'il faut, c'est des éléments, des infos. Et ça, c'est très dur à avoir. Ouais. Très, très difficile. C'est clair. Sinon, il n'y aurait pas de mystère. C'est ça. C'est une belle fin de conclusion, c'est une belle conclusion.
Bah Didier, je te remercie beaucoup. Ben, il n'y a pas de quoi, tout le plaisir est pour moi. De même. Les amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et je ferai une petite outro chez moi au chaud, parce que là, j'ai froid. Voilà. Allez. Au revoir à tous. À bientôt. Bye bye. Pour synthétiser tout cela, la théorie proposée par Didier via cette réflexion sur sa vision biblique du phénomène Dogman est que, comme l'annonceraient les textes anciens, une nouvelle fin des temps serait imminente. Les Néphilim, que l'on pourrait associer au phénomène OVNI et à ses protagonistes, feraient alors partie des investigateurs de cette fin des temps. Les phénomènes d'abduction et leurs pratiques couramment rapportées d'insémination artificielle momentanée seraient, eux, liés à la création d'êtres hybrides comme le Dogman, qui seraient alors les fameuses bêtes sauvages de la Terre, citées dans le livre de l'Apocalypse, versets 6-8. Ces êtres hybrides, que l'on appelle couramment cryptides, seraient alors une création des Néphilim, destinée à accomplir la prophétie 6-8 du livre de l'Apocalypse. Et je vis le cheval pâle, et celui qui le montait s'appelait la mort, et l'enfer le suivait. Et le pouvoir lui fut donné sur la 4e partie de la terre pour y faire mourir les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre.